Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être venus si nombreux. C'est vrai qu'au fur et à mesure des personnes qui s'inscrivaient, on se dit on va changer de lieu, mais je tenais vraiment symboliquement à faire cette remise de décoration au sein de cette cité internationale et notamment de cette cuisine expérientielle que nous avons tant voulu. Voilà, donc je vais laisser la parole et je remercie énormément Monsieur le ministre Jean-Noël Barrot. Je vous lui laisse la parole. Madame la ministre, chère Fadila Khattabi, Monsieur le Président, cher François Patria, Mesdames et Messieurs les députés, anciens députés, Monsieur le député européen, cher Christophe Grudler, Monsieur le Président du département qui est excusé mais qui voulait être présent parmi nous ce matin, cher François Sauvadet, Monsieur le maire, cher François Rebsamen, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs et chers amis. Je suis ravi que nous nous retrouvions aujourd'hui pour entourer François de Seye au moment où la République s'apprête à le distinguer. Ravi et quelque peu soulagé, car dimanche dernier, le président de la République lui-même a tenté le tout pour bouleverser nos agendas et nous empêcher de le faire, mais nous sommes là. Et à dire vrai, chers amis, il eût fallu que le ciel nous tombe sur la tête pour nous retenir d'être présents à ses côtés, et c'est dire combien cette distinction est méritée. Pour avoir partagé avec lui de nombreux combats politiques, je sais la force de son engagement au service de la France, de Dijon et des Dijonnais, tout autant que la sincérité de son dévouement pour les autres, qui s'exprime au quotidien dans son activité professionnelle. Je sais aussi la vigueur de ses convictions humanistes et de son engagement au service d'une idée que nous sommes nombreux ici à avoir en partage, la démocratie. Avec 10 ans d'avance sur En Marche, il a en quelque sorte, j'y reviendrai, préfiguré des rassemblements, des retrouvailles qui ne se réaliseront au niveau national que des années plus tard. Et en cette période politique inédite, face aux périls populistes, la combativité qui est la sienne, autant que sa fidélité à l'exigence du dépassement, s'avère source d'inspiration. Alors mon cher François, puisque l'usage veut que lors de cet hommage que la République te rend, nous retracions ensemble ton parcours, permets-moi de m'y arrêter quelques instants. Étais-tu destiné à jouer les premiers rôles dans cette belle ville de Dijon? Pas tout à fait. Certes, tu es né en 1968, 3 mois jour pour jour avant la dissolution du général de Gaulle, ce qui te prédestina peut-être à l'engagement politique. Mais tu fis tes premiers pas à Boulogne-sur-Mer, aux côtés de tes parents, et je salue la présence de ta maman Mariette, et c'est le service militaire qui te conduisit à quitter la Côte d'Opale pour la Côte d'Or, ce qui fut pour toi une promotion dans l'ordre territorial. Oui, la Côte d'Or, un territoire que tu n'as jamais cessé d'aimer depuis 3 décennies et auquel tu as consacré l'essentiel de ta vie. La première chose qui frappe lorsque l'on contemple ton parcours, c'est que, en dépit des responsabilités politiques très exigeantes qui sont les tiennes depuis des années, ta vie est loin de s'arrêter aux portes de la mairie. En plus de tes activités d'élu, tu exerces depuis plus de 30 ans un très beau métier, celui de masseur kinésithérapeute. Un talent qui serait fort utile d'ailleurs à certains partis politiques qui ont déploré ce mardi une très douloureuse fracture ouverte dont ils peinent à se remettre. Un talent qui serait fort utile à d'autres partis qui, tout au long de la semaine jusqu'à hier matin, ont beaucoup forcé sur les adducteurs et qui risquent le claquage. Voir la déchirure. Voir la déchirure, merci, professeur de Seye. Un talent qui, en réalité, serait fort utile à tous les autres partis qui ont dû se lancer cette semaine à toute vitesse, à une allure olympique, pour préparer les investitures dans le cadre de cette élection qui s'annonce. Soignant investi et d'une grande générosité humaine, ne comptant pas ses heures,
Tu accompagnes chaque jour dans ton cabinet des dizaines et des dizaines de patients. Toujours disponible pour eux, en dépit de tes responsabilités d'élu, il t'arrive souvent de te libérer les dimanches ou tard le soir, voire à te rendre directement au domicile de tes patients ne pouvant se déplacer. Et c'est ainsi qu'au fil des années, tu as constitué un cercle de patients fidèles, devenus de véritables amis et qui sont nombreux à être présents dans la salle aujourd'hui. Concilier tes activités d'élu à la mairie et à la métropole avec celles de soignant implique de vivre 2 journées en une. La première débute chaque jour dès 5h20 du matin. Toute la matinée jusqu'en début d'après-midi, tu enchaînes les consultations, puis à partir de 14h30 commence ta seconde vie, celle d'élu. Et cette vie-là, celle du service à la ville, celle de l'engagement politique pour améliorer la vie de tes administrés, nombreux ici le savent, elle ne finit que tard dans la nuit. Infatigable, comme si cet agenda de ministre ne te suffisait pas, tu décides en 2018 de fonder un second cabinet. Le fait de concilier ces 2 activités très prenantes pourrait à première vue surprendre. Je crois que c'est en réalité ce qui fait la grande valeur de ton engagement politique. Pourquoi fait-on de la politique si ce n'est pour servir la santé et le bien-être du plus grand nombre? Emmanuel Mounier le disait avec justesse, si la politique n'est pas tout, elle est en tout. Et j'en suis convaincu, ton activité politique est au fond une extension naturelle de ton activité professionnelle qui l'irrigue et qui la nourrit. Homme de conviction, tu fais très tôt le choix de l'engagement. Et il fallait un certain toupet avec le prénom que tu portes. Avec le prénom que tu portes. Pour se faire un nom et pour se faire une place au royaume des 3 François. Rebsamen, Patria, Sauvadet, 3 grandes figures de la vie politique française. Élu président des jeunes de l'UDF en 2000 et délégué départemental en 2002, tu es membre fondateur du MoDem avec François Bayrou et Marielle de Sarnez. Et élu dès 2017 président de la Fédération de Côte d'Or, une fonction que tu occupes encore aujourd'hui, 17 ans plus tard. 17 ans plus tard. Une longévité qui n'a d'égal que celle de François Bayrou à la tête de notre mouvement, qui démontre ta fidélité à nos idées et qui fait dire aux esprits taquins que c'est un despote éclairé qui préside aux destinées du MoDem de la Côte d'Or. Car en effet, et nombreuses sont les personnes présentes aujourd'hui qui peuvent en témoigner, tu n'as jamais varié. Européen convaincu, tu seras d'abord candidat aux élections européennes de 2004, puis de nouveau en 2009. Cette conviction européenne profonde doit sans doute à tes racines familiales, tout à la fois françaises, belges, allemandes et anglaises. Des racines qui te font très tôt prendre la mesure de l'importance cruciale d'une Europe unie. Et j'en profite pour saluer nos amis communs, Nathalie Griesbeck, grande voix de la Lorraine, qu'elle représenta au Parlement européen pendant 3 mandats, et Christophe Grudler, le lion de Belfort, réélu il y a une semaine, et que nous sommes allés soutenir ensemble sur ces terres pendant cette année. Après tes premières campagnes européennes, tu te lances dans les élections régionales de 2010. Et ce sera un rendez-vous manqué avec François Patria, puisque vous êtes à un cheveu de vous allier, mais que tu finis par te lancer seul, tête de liste MoDem indépendante, dans le creux de la vague. À un moment difficile pour notre famille politique, ton noble combat se soldera par un score que l'honnêteté m'oblige à qualifier de modeste. Mais ce combat sera le symbole de l'autonomie du mouvement et fera vibrer la corde sensible de tous nos militants. Et je le dis devant tes proches et tes amis dans ce moment de fête et de célébration de tes succès, mon cher François. La politique est cruelle et sans pitié. Et si tu es là aujourd'hui devant nous, c'est précisément parce que tu as réussi à surmonter les échecs inévitables et les chagrins qui vont avec, et je peux personnellement en témoigner. Fidèle à tes convictions, tu l'es également à une idée au cœur de ton engagement politique, la foi dans le rassemblement par-delà les étiquettes et les appartenances partisanes. Dès 2008, à la mairie, tu parviens à lier une alliance avec les socialistes menés par un ténor de la gauche républicaine, François Rebsamen. Un homme dont tu apprendras beaucoup, et pas uniquement dans le domaine municipal. C'est à lui que tu dois d'avoir découvert l'un des secrets les mieux gardés du Parlement, les Partagas D4, ces cigares cubains dont tu raffoles désormais. Par cette alliance nouvelle, vous formez un pont entre 2 formations politiques qui jusque-là ne s'étaient jamais unies, annonçant avant l'heure le grand chambardement qui interviendra plus tard dans le paysage politique national.
Cette alliance repose sur quelques principes forts, et en particulier le respect de l'équilibre budgétaire. Vous êtes convaincus que, de la même manière que la droite n'a pas le monopole du sérieux budgétaire, la gauche n'a pas le monopole de la justice sociale, et que dès lors on doit pouvoir transcender les clivages et concilier équilibre budgétaire, politique sociale et investissement dans l'avenir. Et vous le faites. N'y a-t-il pas là, mes chers amis, sous nos yeux à Dijon, de quoi nous donner quelques idées pour naviguer dans les tempêtes? Car cette alliance perdure. Après vous avoir tendu la main en 2008, vous consolidez l'alliance en 2014, avant de l'élargir en 2020 en l'ouvrant à des radicaux, à des marcheurs, à des écologistes modérés, mais aussi à des personnalités de la société civile. Et car cette alliance fonctionne, avec tes collègues élus à la ville, autour de François Rebsamen, vous parvenez à mener une politique d'assainissement des comptes de la ville, c'est ce que tu appelles la Modem Touch. Je ne veux pas ici rentrer dans des chiffres, parce que je crains que le sérieux et la crédibilité budgétaire ne soient plus à la mode en ce printemps de la démagogie. Mais que des parlementaires allemands, qui ne sont pas réputés être des laxistes en matière budgétaire, soient venus vous interroger pour prendre Dijon comme exemple de gestion des finances publiques, c'est tout simplement la démonstration la plus éclatante du succès de la méthode de Sèvres. De la méthode Rebsamen de Sèvres. C'est ça quand on fait des discours pour des amis en même temps qu'on corrige un tract de campagne. Cher François, depuis maintenant près de 15 ans, tu es en première ligne de ces grands projets d'ampleur qui ont transformé la ville de Dijon en profondeur. Des transformations qui en ont fait l'une des villes intermédiaires les plus attractives de France, souvent classée première en termes de qualité de vie, juste après Versailles, cela va de soi. Adjoint auprès du maire en charge des grands projets à partir de 2008, tu seras par exemple responsable de la mise en place du tramway ou de la rénovation du musée des Beaux-Arts. Parallèlement, tu es élu en 2008 vice-président du Grand Dijon, devenu Dijon Métropole en 2017, où tu es en charge de la recherche et du transfert des technologies. À ce poste, tu travailles notamment au développement du pôle de compétitivité Vitagora, qui accompagne les acteurs du secteur agroalimentaire. Tu favorises l'installation de nombreuses start-up, en participant notamment à la mise en place des sociétés d'accélération de transfert de technologie. Nous avons pu en parler lorsque j'occupais des responsabilités dans ce champ-là. Moteur de l'innovation, ces sociétés financent le développement technologique des innovations issues de la recherche publique française. Le pari que tu fais, c'est de favoriser l'innovation pour générer des emplois et fixer des entreprises localement, et ce pari s'avère amplement gagnant. Mais ton plus grand projet, celui dans lequel tu as investi tout ton temps, toute ton énergie et tout ton talent, c'est la Cité. La Cité internationale de la gastronomie et du vin où nous nous trouvons aujourd'hui. Pour faire aboutir ce magnifique projet, tu mènes pendant plusieurs années un travail colossal de préparation, des centaines de rencontres avec de nombreux acteurs impliqués. Ouverte depuis 2022, la Cité fait aujourd'hui rayonner l'art de la gastronomie française et la culture du vin, s'affirmant comme un atout majeur de l'attractivité de la région. Et je dois dire que pour avoir des échanges réguliers avec François, j'ai beaucoup entendu parler de la Cité, des 250 vins que l'on peut déguster au verre, des 3000 vins auxquels 3000 références auxquelles on peut y avoir accès. C'est une fierté qu'il porte très sincèrement. Et effectivement, elle connaît un tel engouement international que CNN classe en 2022 Dijon parmi les 10 destinations mondiales incontournables à visiter, et que la ville intègre même l'année dernière le prestigieux classement du Time des 50 meilleurs endroits du monde. C'est d'ailleurs la seule destination française dans la liste, même Versailles n'y figure. L'abnégation, le sens des responsabilités dont tu fais preuve, cher François, il se soutient de puissantes valeurs humanistes chez toi solidement ancrées. Épicurien, bon vivant, on loue ta capacité à fédérer autour de toi, à tisser des liens très forts avec tes patients. Depuis plusieurs années, tes cours de stretching réunissent plusieurs fois par semaine des dizaines de participants assidus, tes stretchers, comme tu dis, auxquels tu as tout donné, y compris ton numéro de portable personnel. Ce lien unique avec ta patientèle, tu as toujours veillé à le maintenir, quelles que soient tes urgences ou les événements inattendus. Durant le premier confinement, tu as immédiatement mis en place des rendez-vous afin de ne pas perdre les progrès
de tes patients pour les cas les plus complexes et les pathologies les plus urgentes. Tu as ainsi assuré gratuitement plus d'une 60aine de cours de stretching en visio, au point que ta femme et tes enfants connaissaient tes exercices par cœur. Je ne sais pas si François Patria, dont chacun sait ici qu'il fait le tour de la Bourgogne en vélo tous les week-ends, a pu en bénéficier. C'est pourquoi je te propose, mon cher François, à l'issue de cette allocution, de nous faire une démonstration de stretching pour que nous puissions tous en profiter pour aborder sereinement les échéances à venir. Malgré cette vie à 100 à l'heure, tu veilles toujours à consacrer du temps à ta famille, à ta femme Béatrice, qui est là, et à vos 6 enfants, Théo, Gabriel, François-Xavier, Grégoire, Calixte et Hortense, dont certains sont présents aujourd'hui. Agenda chargé oblige, tu as tendance à embarquer cette famille nombreuse avec toi, y compris dans tes virées politiques sur le terrain, ou dans tes réunions publiques, ce qui t'assure des salles bien pleines et des applaudissements nourris. Au fond, cher François, quelle que soit la facette de ta vie que l'on contemple, que ce soit comme soignant, comme élu, comme père de famille ou comme ami, tout nous ramène à ton humanité. Il y a des hommes et des femmes qui s'engagent, qui vont à 100 à l'heure, au risque d'écraser les autres. Et il y a celles et ceux qui ont placé leur prochain au cœur de leur engagement, qui vont tout aussi vite, qui entraînent les autres dans leur sillage et qui conservent en toutes circonstances une considération sincère pour ceux qu'ils entendent servir. Tu es de ceux-là, et c'est ce mérite-là que la République s'apprête à honorer. Par l'engagement qui est le tien depuis des années, tu as participé à rendre la ville de Dijon plus attractive et la politique dijonnaise plus ouverte, sans doute plus saine. Tu as su faire le choix de l'alliance en conservant l'exigence de la clarté, la fidélité à tes convictions, la constance dans ton engagement. Cher François, reçois cette distinction que je m'apprête à épingler à ta boutonnière, comme la reconnaissance de la République pour tout ce que tu as accompli, et comme une exhortation à poursuivre ton action au service de la démocratie, de la France et des Français. Monsieur François de Seyne, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'ordre national du mérite. Merci, merci, merci. Madame la ministre, monsieur le ministre, messieurs les anciens ministres, messieurs les préfets, mais je dois excuser les 2 préfets, finalement, le préfet Franck Robine, qui n'a pas pu nous honorer de sa présence en raison de la réserve républicaine qui interdit donc au préfet de se manifester lors d'une réunion publique avant chaque élection, et l'ancien préfet Fabien Sudry, qui est maintenant conseiller d'État, qui hier soir a dû annuler en urgence. Mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le président de la métropole et maire de Dijon, je tiens à excuser le président du conseil départemental, comme l'a dit Jean-Noël tout à l'heure, parce qu'il a dû s'absenter. Il vient m'envoyer un très sympathique message de félicitations. Mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs en vos titres et qualités, et chers amis. Bienvenue à tous, et merci d'être venus si nombreux pour partager ce moment avec moi. Un énorme merci, monsieur le ministre Jean-Noël Barrot, de m'avoir fait l'honneur de cette remise de médaille. Un énorme merci, cher Jean-Noël, d'avoir pris du temps sur ton agenda, fortement chargé et perturbé depuis ce dernier dimanche. Chacun de vous, même un ami qui vient de Belgique, de Bordeaux, du Nord-Pas-de-Calais, enrichit cette cérémonie par sa présence. C'est un honneur pour moi de recevoir cette distinction, et votre soutien au fil des années a été indispensable à mes accomplissements. Cette médaille, je la vois comme une reconnaissance de nos efforts collectifs et de notre engagement commun. Je suis né à Lille, un 29 février 1968, un jour inhabituel, jour qui ne revient que tous les 4 ans, un clin d'œil du destin peut-être.
À Boulogne-sur-Mer, avec mon grand frère, mon enfance et mon adolescence se sont déroulées au rythme des marées avec des parents rêvés. Pour mes études supérieures de médecine et de kinésithérapie, je suis retourné sur l'île, la ville de Lille. J'y ai découvert l'esprit, la pratique et les subtilités de la médecine et de la kinésithérapie. Un monde où la science va à la rencontre d'un certain humanisme. Et j'avoue que ces échanges permanents et cette proximité avec les patients, ça représente pour moi la substantifique moelle de mon métier. L'armée m'a donc fait venir à Dijon. Alors je me rappelle précisément, en ma mémoire, de cette première arrivée à Dijon. C'était un lundi 30 septembre 91, le soir vers 20h. Il pleuvait, chose rare à Dijon. J'ai remonté l'avenue Foch, qui était bien triste par rapport actuellement, pour gagner l'hôtel de la Poste situé rue du Château, et je me suis retrouvé au dernier étage, dans une petite chambre, un petit lit, pas de télé, enfin c'était pas télé quand même. Et j'occupais cette chambre, et cette première nuit dijonnaise était loin d'être idyllique, mais elle a planté, je dirais, les graines de ce qu'elle est devenue, une profonde affection pour cette ville. Le lendemain matin, je suis parti au quartier Junot, pour ceux qui connaissent Dijon, pour l'incorporation, et là j'ai rencontré, lors de mon service militaire, des jeunes de mon âge qui étaient confrontés à des défis que notre société peine encore à résoudre. Un souvenir qui a certainement aiguisé mon sens de la responsabilité civique. En effet, quelle désagréable surprise de voir des jeunes de 18-20 ans de mon âge qui avaient de grandes difficultés à lire et écrire correctement. 2 jours plus tard, toujours pour ceux qui connaissent Dijon, me voilà admis dans le régiment du train, le 602 RCR, pour faire mes classes qui ne dureront finalement que 15 jours et qui se dérouleront au sein de la caserne Eudelet. Caserne Eudelet, une anecdote maintenant, la chambre que j'occupais, pour ceux qui connaissent l'hôtel métropolitain, parce que maintenant c'est Dijon Métropole qui y siège, c'était le premier étage à l'actuelle salle de réception, la 121, pour ceux qui connaissent la grande salle. C'était ma chambre. Hein, c'est pas mal. Elle était plus petite, hein, ils ont enlevé les cloisons. Après ces classes, qui ont duré que 15 jours, je me suis retrouvé à l'hôpital militaire Hyacinthe Vincent pour effectuer mon métier de kiné, de masseur-kinésithérapeute auprès des officiers, des militaires du rang et des familles des militaires. Et j'y fis de très belles rencontres. Et n'est-ce pas Marien qui est où? Marien est là, qui est là. C'est mon ami de 30 ans, quand on s'est rencontrés à l'armée, on ne s'est jamais quitté. Pendant ces 10 mois d'armée, je suis véritablement parti à la découverte de Dijon. Je ne connaissais pas, de la Côte d'Or et de la Bourgogne. Je dirais que Dijon m'a accueilli comme un livre ouvert, chaque rue, chaque bâtiment racontant une histoire qui a enrichi ma propre aventure personnelle. Dijon m'a séduit non seulement par son patrimoine et sa culture, mais aussi par la vigne. Le pinot noir notamment, c'est devenu pour moi une véritable passion, enrichie par l'histoire de Philippe le Hardy, qui a su reconnaître et valoriser ce trésor local par une ordonnance de 1395 qui interdisait le déloyal gamay et tous les cépages autres que le pinot. Donc chaque verre de vin dégusté, c'est une invitation à savourer le présent, tout en honorant le passé. Et c'est écrit d'ailleurs dans notre merveilleuse chapelle des climats et des terroirs, que je vous invite à découvrir si vous ne l'avez pas déjà fait, mais je pense qu'ici tout le monde l'a fait. Il y a vraiment une phrase qui est magnifique, qui est écrite à l'intérieur. Les Romains ont planté, les moines ont façonné, les ducs ont décrété, les parlementaires ont distingué, et les vignerons ont magnifié. Alors merci encore Philippe le Hardy. On dit souvent qu'on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Je dirais de la même manière, je ne suis pas né à Dijon, mais j'ai choisi Dijon. Originaire du Nord où j'y ai passé 22 ans, j'ai finalement décidé de m'installer à Dijon. Tout d'abord au sein de la clinique Sainte-Marthe, et je salue toutes les personnes que j'ai côtoyées au sein de cette clinique. J'ai exercé en libéral depuis 92 là-bas. Clinique Sainte-Marthe qui restera un lieu cher à mon cœur. Au-delà d'y avoir exercé mon métier pendant plus de 25 ans, c'est aussi là que j'ai vu naître mes 4 enfants. François Xavier, Grégoire, Calixte et Hortense, que j'embrasse très tendrement. C'est aussi dans cette clinique, dans ce cabinet, que j'ai partagé des moments de joie et de défi avec mes collègues, que je salue également, avec mes patients. C'est un chapitre clos aujourd'hui, mais jamais oublié. Les rires et les pleurs, les succès et les épreuves, tout cela fait partie intégrante de ce que je suis devenu. Chaque patient traité, chaque collègue, chaque médecin avec qui j'ai travaillé ont contribué à façonner ma vision de la vie et de ma profession. Après Sainte-Marthe, donc, a sonné en 2017 le rapprochement des cliniques dijonnaises sur le site de Valmy. Nous avons alors créé un cabinet avec mes collègues
au sein de la maison médicale de Valmy, située à côté de l'hôpital de Dijon privé Bourgogne. Mais nous avons fait aussi le choix, et ça on l'assume complètement, de ne pas abandonner le centre-ville, et surtout les patients du centre-ville. Aussi nous avons décidé, et ceci malgré surcoût financier qu'il a fallu assumer, nous avons décidé de rester au centre-ville de Dijon, et on est même resté dans la même rue, on est passé du 56 au 36. De mes premières années professionnelles, je garderai un souvenir ému, en tout cas d'une patiente centenaire. J'ai déjà raconté à plusieurs d'entre vous, mais c'était vraiment un déclic dans ma vie. Je la soignais à domicile, et dans une année, cette dame, elle a perdu finalement son mari, qui avait 98 ans, et ses 2 enfants, 80 ans. Maintenant, elle a tout perdu. Et un jour, j'arrive chez elle, et puis je vois un gendarme sortir. Je me dis, qu'est-ce qu'il vient faire? Il est venu prendre mon vote par procuration pour voter. Je dis, madame, vous avez 100 ans, vous venez perdre votre mari, vos 2 enfants, et vous pensez encore à voter? Elle dit, monsieur de Sey, j'ai manifesté pour le droit de vote des femmes, je ne vais pas l'abandonner comme ça. Et bien ça, je trouve ça exceptionnel. Et c'est pour moi, ça a été un déclic. Et moi qui disais toujours, la politique, ça m'intéresse, mais on trouve toujours une raison de dire, oh, ça prend du temps, etc. Cette rencontre m'a rappelé l'importance de nos droits et nos devoirs. Comment ne pas m'engager davantage ainsi dans la vie de la cité après un tel épisode? Aussi, malgré de nombreuses contraintes professionnelles, c'est vrai qu'en kiné on fait beaucoup d'heures, et personnelles, qui auraient pu m'en dissuader, il était temps pour moi de m'impliquer davantage. Et il m'a fallu, je vous dis, ce déclic pour franchir le pas. Alors, comme l'a dit Monsieur le ministre, guidé par mes valeurs humanistes et pro-européennes, je vis au corps, j'ai naturellement rejoint l'UDF. C'est grâce à Daniel, vous la connaîtrez, qui n'a pu être présente aujourd'hui, qui s'en excuse et que je salue, que j'ai eu l'occasion de rencontrer le président départemental de l'UDF, François Sauvel. Nous nous sommes retrouvés au restaurant L'Étoile, rue Marceau, situé place de la République, dirigé par la famille Colombo. Alors un petit clin d'œil au destin, car en effet, 25 ans plus tard, dans le cadre de mon mandat municipal et de mes activités au sein de la cité, pour la booster, j'ai contribué activement à faire venir le fils Colombo, notre chef bourguignon emblématique, Florent Colombo, au sein de la cité qui est installée juste à côté. Donc c'était un petit symbole pour moi important. Peu après mon arrivée à l'UDF, donc j'ai été élu rapidement président des jeunes UDF, avec mon ami Christophe, qui se reconnaîtra. Nous avons initié les cafés politiques, des rencontres thématiques sur des sujets de société qui ont rapidement capté l'attention du public et des médias. Et l'un de nos événements les plus marquants a été le café politique qui traitait du mariage pour tous. Ça, c'était bien avant. Et je peux vous dire pour ou contre. Et ça a attiré une foule impressionnante, ainsi que la presse, un véritable succès. En 2002, j'ai pris le rôle de délégué départemental de l'UDF à la suite de Rémi, qui se reconnaîtra aussi, laissant la présidence des jeunes un peu plus tard à Benoît aussi, à Jean-Luc, puis après Benoît. Cette période a été marquée par mon rôle à la tête du comité de soutien de François Bayrou lors de l'élection présidentielle de 2002. C'est à cette époque que d'ailleurs j'ai participé à mon premier débat politique télévisé avec un certain Laurent, qui représentait des jeunes d'une famille politique, et moi les jeunes UDF. Puis vinrent les élections régionales de 2004 avec François Sauvadet comme chef de file de la liste UDF. Et avec le recul, cette élection était un moment clé de mon parcours, caractérisé par une implication totale et des moments humains très forts, souvent empreints d'émotions intenses. Il fut également un moment important pour moi de lutte contre les extrêmes. Je me suis toujours, et je m'opposerai toujours fermement aux alliances, aux compromissions avec les extrêmes, quels qu'ils soient, de gauche comme de droite. Et les événements que nous vivons aujourd'hui nous rappellent l'importance de ce combat qui m'animera toute ma vie, et je sais qu'il anime beaucoup de François, je dirais, et de Jean-Noël, et de beaucoup de monde ici. L'élection présidentielle de 2007 fut une campagne électrisante, sculptant dans le marbre de ma mémoire des souvenirs indélébiles, notamment le fameux meeting au Palais des Congrès de Dijon, où l'UDF, le matin, m'avait dit combien on va être ce soir. Je dis, ça attire du monde, je pense qu'on va être 700-800. Et on s'est retrouvé 2500. Pour ceux qui étaient, ça a été impressionnant, on ne gérait rien, on ne pouvait plus gérer. De 800, on passe à 2500. Donc les plombs ont sauté, et finalement c'est Jean Lassalle, dans le noir, qui a chanté a cappella en béarnais. Je peux vous dire, c'est quand même impressionnant de voir ça. Bon après ça a marché, mais ça a mis du temps qu'ils ont ouvert les deuxièmes salles, mais c'était quand même assez exceptionnel. En 2008, j'ai fait connaissance du maire de Dijon, François Rebsamen. C'est vrai qu'avant, on ne se connaissait pas. On s'est connus fin 2007, d'ailleurs. Ensemble, nous nous sommes rapidement mis d'accord, c'est très bien entendu, sur un projet commun dans l'intérêt général de tous les Dijonnais.
et des habitants, bien sûr. Un de nos principaux accords concernait, ce qui est vraiment intéressé fortement par ça, la réduction de la dette. Un véritable fardeau sur les épaules du Dijonais qui avait été concocté par les municipalités précédentes. Une dette élevée signifie en effet à terme des impôts élevés. Et ça, pour moi, c'est inacceptable. C'est pourquoi, et en accord avec François Rebsamen, qui a soutenu cette démarche, une gestion budgétaire rigoureuse tout en restant humaine a été introduite, et la ville a ainsi réduit sa dette depuis 16 ans, continuellement, la divisant de plus de la moitié. Je peux dire que pratiquement aucune grande ville en France n'a un tel bilan budgétaire. Merci à François. Dans le même temps, les taux d'imposition n'ont pas augmenté depuis les 8 dernières années. Cette approche financière et budgétaire a porté ses fruits, et il faut la continuer. Toujours à la même période, j'ai eu l'occasion de m'investir dans des campagnes européennes, un bonheur, mais surtout une véritable chance qui m'était offerte, car en effet, j'ai pu y rencontrer des personnes formidables. Je pense bien sûr à Nathalie Grisbeck, que je salue, qui a accompli un travail exemplaire au Parlement européen. Travail maintenant poursuivi par Christophe Grudler, dont je salue bien sûr la réélection de dimanche dernier. Je ne peux pas fermer ce chapitre sans vous parler d'un ami très proche, qui n'a pas pu venir aujourd'hui car il est en train de sortir un livre, et il est en train de faire la promotion de ce livre à Paris, c'est Jean-François Kahn, que vous connaissez tous. C'est un véritable bonheur de l'avoir comme ami. Avec Nathalie, on se retrouve souvent à trois, à refaire le monde, mais c'est vrai, de l'écouter, c'est passionnant. C'est un bonheur d'échanger avec cet homme cultivé, passionnant, à la fois écrivain, journaliste, chef d'entreprise, créateur de l'événement de jeudi du magazine Marianne, et j'en passe. Élections européennes, mais aussi régionales, qui m'ont permis de rencontrer, de faire connaissance avec encore un François, décidément. Comme tu l'as dit, François, c'est très important. Vous l'avez reconnu, c'est François Patria. Alors président de la région Bourgogne, ça a failli se faire. C'est passé tout près. Malheureusement, des forces ne nous ont pas permis de le faire, et c'est en tout cas, j'ai rencontré un homme passionné et passionnant, passionné par sa Bourgogne. Comme sa vice-présidente de l'époque, que j'ai rencontrée à cette époque, une femme courageuse, volontaire, une vraie force de travail, qui a effectué depuis un parcours exceptionnel, car vice-présidente de la région de Bourgogne, on l'a retrouvée ministre, chère Fadila. En 2014, nouvelle élection municipale, et François Rebsamen me propose de m'investir dans le projet encore un peu flou pour moi de la Cité internationale de la gastronomie et du vin. Je me rappelle, on était à une terrasse de café place de la mairie, et il m'explique un peu rapidement ce que c'est, et je n'avais pas mesuré ce qui allait arriver derrière. Impossible par contre de refuser un tel projet, qui allie la culture, le patrimoine, la formation, l'école Ferrandi, le commerce, l'urbanisme. Un projet passionnant, formidable, mais tellement chronophage. Ça, c'est très chronophage. Je n'avais pas mesuré l'importance de ce projet quand François me l'a proposé. C'est le projet d'un mandat, voire de 2 mandats, voire peut-être même de 3 mandats, je ne sais pas, en tout cas c'est énorme. Jamais un dossier, moi en tout cas, m'aura autant accaparé, et c'est toujours pas fini. N'est-ce pas Béatrice, mon épouse, qui a mangé, qui a dormi, comme mes enfants avec la Cité internationale de la gastronomie et du vin, et je pense aussi à Théo et Gabriel. La Cité internationale de la gastronomie et du vin à Dijon, en effet, incarne la Bourgogne-Franche-Comté. C'est un lieu où la rondeur des vins rencontre la richesse de la gastronomie. C'est un lieu qui n'est pas juste un hommage à nos traditions, elle est une vitrine dynamique, qui fait rayonner notre bourgognitude, ça n'existe pas mais je l'ai inventé, j'aime bien, à travers le monde, en proposant des ateliers de dégustation, des expositions interactives, des rencontres avec des vignerons et des chefs, des restaurants, sa prestigieuse et magnifique cave à vin, comme l'a dit Jean-Noël, 250 verres de vin à boire à nos machines, plus 3000 références de vin, c'est la plus grande cave à vin actuellement pour découvrir des vins au verre. Cette cité nous permet de célébrer non seulement le passé, mais aussi le présent de la Bourgogne. Elle fait de notre ville un symbole de plaisir, de convivialité et d'excellence culinaire. Cette cité m'a apporté de la joie, mais aussi des tensions. J'avoue que le week-end inaugural du ciné restera pour moi un moment émotionnellement très fort. Mais je ne retiendrai que les satisfactions et surtout les rencontres. Rencontres de personnes formidables, véritablement passionnées par la gastronomie et le vin. Je pense bien sûr à William Krief, je ne sais pas où il est là. Il est là. Qui il se cache au fond, mais c'est une modestie, car sans lui la cité ne serait pas là.
où elle en est aujourd'hui. Merci à William pour ton investissement total et à tes équipes. Je pense aussi à Jean-Robert Pitt, que je vois là-bas, académicien, président de la mission française du patrimoine des cultures alimentaires, qui, secondé par Pierre Saner, a fait un travail magnifique au départ pour l'origine du classement du repas des Français au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est le tout début donc de cette grande histoire de la cité. J'en profite aussi pour remercier les équipes du pôle culturel qui font un travail remarquable tous les jours, 7 sur 7. Grâce à cette cité, j'ai pu rencontrer des gens exceptionnels, des MOF, les meilleurs ouvriers de France, des chefs étoilés passionnés, passionnants. Je pense à Guillaume Gomez, qui devait venir, le chef de l'Élysée pendant plus de 20 ans, à Régis Marcon, à Éric Prat, tous les 2-3 étoiles Michelin, mais à tant d'autres chefs, à Stéphane Derbord, à Romuald Fassenet, à Takashi Kinoshita, que je salue. C'est vraiment des gens qui sont passionnés, qui adorent la gastronomie et qui transmettent cela. Et permettez-moi d'avoir une pensée toute particulière pour Dominique Loiseau et ses filles, Blanche et Bérangère, qui est ici, que je salue. Blanche, elle est là, Bérangère, pardon. Qui font un travail époustouflant pour poursuivre l'œuvre de Bernard Loiseau, le plus illustre des chefs de notre région, à qui nous avons rendu hommage l'année dernière pour les 20 ans de sa disparition, et aussi en nous donnant une allée juste derrière, l'allée Bernard Loiseau. Merci. Merci pour toutes ces rencontres, merci pour toute cette passion que vous transmettez. Pour conclure, je souhaiterais dédier cette médaille, bien sûr, à mon épouse Béatrice, pour sa patience, à mes enfants, à mes amis, à mes proches. Ce mérite qui m'est attribué vous revient aussi. J'ai aussi une pensée émue pour mon père, qui a disparu, mais qui a su, avec ma mère, m'inculquer la notion de travail et de valeurs humanistes. Je vous remercie. Si vous me permettez, dans ces moments un peu trop, merci déjà à tous, avant le cocktail, etc., j'ai envie qu'on chante tous la Marseillaise dans ces moments assez complexes. Donc normalement, elle est programmée. On va pouvoir chanter la Marseillaise et je vous remercie. Merci pour ce moment patriotique. Maintenant, nous allons avoir le cocktail. Juste avant le cocktail, on est un peu en Bourgogne. Donc là, vous avez 2 étages pour le cocktail. Comme ça permettra de desserrer un peu cette salle. Juste au-dessus, vous avez le rooftop qui est magnifique. Comme il pleut plus, c'est génial. On va pouvoir se répartir. Donc j'invite certaines personnes. Mais juste avant, on est quand même en Bourgogne. Donc on va faire un petit banc bourguignon. C'est ça. Tu lèves les mains. On y va. Eh bien, bonne dégustation et large soif et merci encore à tous d'être venus. Dans le noir, et 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 dans le noir,
maintenant, nous allons, merci pour ce moment. On y va.